Bonjour, content de vous retrouver au 13 juin 2022 pour un nouveau bulletin d'information sur la situation militaire en Ukraine. Alors tout d'abord, en introduction de cette vidéo, je voudrais vous montrer le travail de Machiavel, donc qui m'a envoyé par mail l'ensemble du réseau ferré en Ukraine. Donc voilà donc son travail, donc toutes les petites voies en rouge sont donc les chemins de fer. Donc je tenais à le remercier. Je voulais également donc vous montrer son travail pour que vous puissiez également vous donner une meilleure idée du réseau ferré en Ukraine. Donc voilà son travail. Donc merci beaucoup Machiavel, super boulot. Merci à vous. Donc merci encore pour le partage. Maintenant, nous allons aborder les informations générales en commençant par l'Allemagne, qui retarde encore les livraisons d'armes à l'Ukraine et qui a même bloqué la livraison des chars Léopard espagnols à l'Ukraine, puisqu'en effet, il y a un accord international. Lorsqu'un pays souhaite vendre ou donner de l'armement à un autre pays, il doit demander l'autorisation du constructeur. Et vu que les chars Léopard sont de construction allemande, il faut l'autorisation allemande, et pour l'instant, l'Espagne ne l'a pas eu. Les raisons du blocage sont encore inconnues. L'armée ukrainienne commence à manquer de munitions d'artillerie, et notamment pour ses armes russes. Alors, sauf erreur de ma part, en Europe, il n'y a que la Bulgarie qui détient un important stock d'armement russe qui pourrait donc aider l'Ukraine, mais à ma connaissance, les pourparlers ne sont pas encore entamés. La Finlande n'a pas accepté les conditions turques pour accéder à l'OTAN, puisque les Turcs demandent le transfert d'un activiste du PKK, qui a donc élu domicile en Finlande. Le vice-premier ministre russe, M. Borisov, a annoncé la production intensive d'armes de haute précision dans l'ouest du pays, sur la ville de Chortkiv, donc, qui est ici. Donc cette ville a été bombardée par des frappes de missiles et apparemment un dépôt de l'armée ukrainienne aurait été touché dans les frappes. On va maintenant se porter sur le terrain en commençant par la frontière au nord-est. Alors ici dans l'oblast de Bryansk, donc Bryansk c'est la ville russe qui est ici et la région se situe donc ici à la frontière avec l'Ukraine. Un dépôt militaire russe est en feu et il y a eu également une tentative d'endommager un pipeline qui passe par cette région et la tentative a échoué. Donc il y a toujours les villages, certains villages qui sont bombardés de part et d'autre de la frontière. On se dirige maintenant dans le secteur de Kharkov, où les combats de tranchées et d'artillerie continuent sur la ligne de front. Le village de Sosnivka serait maintenant passé sous contrôle russe. Alors Sosnivka, c'est le petit village qui est au nord-ouest de Kozachalapan, ici. Ensuite, les Russes se seraient également emparés de deux villages, donc de Vézelé et de Malé-Vézelé, ici. Donc j'attends encore quelques confirmations. Plus à l'est, Ternova serait repassé également aux mains des Russes. Et il y aurait donc des combats maintenant sur Roubijne et sur Izbitske, ici. Et ici, dans ce secteur, les Ukrainiens affirment avoir abattu un Sukhoi Su-34, mais ni photo ni vidéo pour pouvoir confirmer. Donc voilà pour le secteur de Kharkov. On va continuer le long de la ligne de front. Dans le secteur de Balaklia. Alors Balaklia, c'est cette ville ici qui est sous contrôle russe. Donc du côté ukrainien, donc l'armée a reçu de nouveaux renforts. Donc dernièrement, on avait également eu des renforts ukrainiens sur Chouïf. Et là maintenant, on a des renforts ici en face de Balaklia. On se dirige sur Izium. À l'ouest d'Izium, les Ukrainiens ici ont donc progressé vers l'est et contrôlent maintenant le village de Zavodi. Les combats continuent sur la ligne de front sans modifier cette dernière. Il y a toujours les combats dans la forêt au nord-ouest de Dolina, ici. Ensuite, sur le village de Borodochny, qui est ici, les deux parties affirment contrôler le village. Donc là, dans ces situations-là, je laisse dans la zone grise et j'attends d'autres confirmations pour pouvoir modifier la carte. En face de Sviatohirsk. Donc Sviatohirsk, c'est la ville qui est ici, qui est maintenant contrôlée par les Russes. Donc des sources russes affirment que les villages de Tetianivka, Plichio et même
Sidorovier sont maintenant sous leur contrôle. Alors ici, dans cette situation, je n'ai que des sources russes. Je n'ai aucune source ukrainienne qui confirme, ni une source neutre, ni une confirmation visuelle. Lorsque les Russes se sont emparés de Sviatohirsk, ils avaient également une confirmation visuelle par l'intermédiaire de Wargonzo, qui avait filmé la ville, donc qui était vraiment sous contrôle russe. Ici, dans ce secteur, c'est un peu plus sensible, car je n'ai qu'une seule source d'information. Donc ici, je vais mettre des pastilles rouges, et une fois que j'aurai les confirmations, soit ukrainiennes, soit des confirmations visuelles, je modifierai la zone de contrôle. Donc voilà pour ce secteur qui est un petit peu particulier en termes d'information. Plus au sud, sur Slaviansk et les alentours, il y aurait 70 000 soldats ukrainiens qui prépareraient la défense de la ville. Et selon le ministère de la Défense russe, 2 Sukhoi Su-25 ukrainiens auraient été abattus dans le secteur, mais là également, ni photo ni vidéo pour confirmer. On va maintenant se porter sur l'est, jusqu'à la ville de Severodonetsk. Alors la ville est maintenant contrôlée à 70% par les Russes. Les combats sont maintenant essentiellement dans la zone industrielle, ici, et au sud de la ville. Le deuxième pont a été détruit par l'artillerie russe, donc c'était ce pont qui se situait ici, il a été détruit hier, donc par l'artillerie russe. Concernant l'usine Azot, donc, qui est dans la zone industrielle, contrôlée par les Ukrainiens, des civils sont sortis de l'usine, par contre je ne connais pas le nombre ni la direction qu'ils ont pris. Et en parlant de cette usine, c'est la seule usine en Ukraine qui produit des composants pour les centrales nucléaires. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je vais dézoomer un petit peu. Donc l'Ukraine à la base a 5 centrales nucléaires. Il y en a une dans la région de Zaporizhia, qui est ici, et qui est sous contrôle des Russes. Il y a une deuxième centrale nucléaire qu'on appelle la centrale nucléaire du Sud, qui se situe ici. Ensuite, ils ont 2 autres usines nucléaires dans l'ouest du pays. Donc une qui se trouve à Varach, ici, et une autre à Khmelnytsky. Et la dernière, celle que tout le monde connaît, est Tchernobyl. Donc voilà. Donc cette usine de Severodonetsk est la seule en Ukraine qui produit donc des composants pour ces centrales nucléaires. Ensuite, au sud-est de Severodonetsk, j'ai eu une confirmation d'une source ukrainienne que Metolkin et l'aéroport sont maintenant contrôlés par les Russes. Donc à ce moment-là, j'ai avancé la ligne de contrôle des Russes. Et selon cette même source, le troisième pont et dernier pont qui relie donc Severodonetsk ici sur l'autre côté aurait été détruit, mais là je n'ai pas eu de visuel, pas de photo. Donc en attendant une confirmation, je le laisse endommager pour l'instant. On va maintenant se diriger plus au sud, sur le secteur de Popasna-Bakhmut, en commençant tout d'abord par Stakhanov, là où il y a eu un bombardement sur la base Wagner la semaine dernière. Donc merci encore à Fred Vaster pour m'avoir bien indiqué donc quel était le bon stade, car je n'étais pas sur le bon, j'étais plus au sud, donc le bon stade est celui-ci. Et par contre, je n'ai pas eu de confirmation sur le nombre de victimes, puisque là, les informations divergent d'une source à une autre. Donc toujours en attente de confirmation et de contrôle. Donc sur le secteur de Popasna, Vroubivka a été bombardé par l'artillerie russe et ça a été suivi par une attaque terrestre ici sur ce petit village, donc attaque en cours sur Vroubivka. Les combats continuent sur l'axe au nord-est de Soledar. Donc Soledar, c'est le village qui se trouve ici, donc qui est sous contrôle ukrainien. Et sur l'axe au nord-est, donc qui donne vers Lysychansk, ici, il y a toujours de durs combats ici sur ce secteur et les 4 villages ici sont disputés. Yakovlivka, Bilohorivka, Nahirn et Berestovie. Je vais dézoomer. J'ai oublié de vous dire que les Russes ont mené une nouvelle attaque sur Toshkivka, une attaque terrestre. Ensuite, sur le secteur de Bakhmut, Bakhmut c'est la ville qui se trouve ici, les combats continuent sur la ligne de front, les Russes progressent sur Roti,
Et ils ont également progressé, là c'est plus particulièrement la milice populaire de Donetsk sur Dolomitnie. Aux dernières nouvelles, ils se sont emparés de cette localité. Et les combats continuent sur Novoluhanskie et sur la centrale thermique qui est ici. On continue sur le long de la ligne de front, toujours des combats au sud-est de New York. Ensuite sur Donetsk, donc qui a encore été bombardé ici. Sur ce secteur, la ligne de front est toujours aussi stable. Sur Avdiivka, les combats sont à l'est, dans les deux localités que sont Krosno-Rivka et Kamianka, ici. Il y a également eu une autre ville qui a été bombardée, c'est Orlivka, ici. La particularité de Orlivka, c'est que le quartier général de la milice populaire de Donetsk s'y trouve. Mais à ma connaissance, ce n'est pas le quartier général qui a été bombardé. En revenant sur Avdiivka, il y a eu une puissante explosion ce week-end, et plus particulièrement dans la zone de l'usine chimique. Donc il y a une usine au nord-ouest de Avdiivka qui se trouve ici. Mais l'explosion a eu lieu dans ce secteur, mais aucun visuel pour savoir si c'est l'usine qui a été endommagée ou pas. On continue sur la ligne de front. Les forces aérospatiales russes ont bombardé le village de Krasno-Rivka, qui se situe ici. Et le reste de la ligne de front est stable jusqu'à Zaporizhia. Ici. Donc